What's up les casualités, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jumo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 22 mars 2021, le WoW post-Fastlane. Mais maintenant, trêve de blabla, let's go! Bon. Est-ce que vous avez aimé ce WoW post-Fastlane? Bah, moi personnellement, je l'ai très bien aimé ce WoW. Parce que on a quitté Fastlane avec une énorme surprise. Le retour de The Fiend, des flammes de l'enfer de Randy Orton qu'on a eu à TLC. On a eu la séparation de Rétribution. On nous a annoncé les débuts de We Are Weeply à WoW. Donc, comment WoW s'est-il déroulé? Et bah nous allons voir ça ensemble. Et on commence directement sur les chapeaux de roue avec un combat Sheamus face à Bobby Lashley. Et bah dis donc WWE, vous avez aucune pitié pour Sheamus. Ce pauvre, il sort d'un énorme match face à Drew McIntyre à Fastlane. Il est passé à travers le Thunderdome, mais vous lui mettez champion WWE un contre un quoi. Ça va être dur quand même pour Sheamus. Mais voilà, très beau match comme on a eu lors du dernier épisode de WoW. Mais à noter que nous avons eu des distractions et des interventions de la part de Cedric Alexander et de Shelton Benjamin. Donc, le reste du Earth Business. Et là, on peut constater que Bobby Lashley, il est pas content par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça s'est même dit en coulisses. Parce que déjà, le match remporté par Bobby Lashley et MVP sont très en colère envers Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Parce que pour eux, bah, leur intervention, bah, c'est certes pour aider Bobby Lashley. Donc, ça part d'une bonne cause, quoi. Mais pour Bobby Lashley et MVP, bah, il s'est tout simplement décrédibilisé le titre du Almighty WWE Champion, quoi. Et d'un côté, il a pas tout à fait tort. Il dit que, voilà, votre intervention me retire de la crédibilité parce que ça prouve d'un côté que je peux pas battre Sheamus en 1 contre 1, alors que Drew McIntyre, il a fait en 1 contre 1. Donc, on voit clairement que Bobby Lashley veut prouver quelque chose, c'est qu'il est supérieur à Drew McIntyre, et de ce fait, il doit y avoir aucune intervention dans ces matchs. Parce que, en effet, nous avons eu, juste après le match, Sheamus qui se fait attaquer par Cedric Alexander et Shelton Benjamin, et nous avons donc le challenger numéro 1 au titre WWE, Drew McIntyre, qui sauve Sheamus. Oui, Drew McIntyre a sauvé Sheamus, alors que la veille, ils étaient adversaires quand même. Pas terrible tout ça. Et là d'un coup, nous avons cette confrontation entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Drew McIntyre lui met clairement dans la tronche que voilà, c'est une merde, il y a besoin des autres pour battre Sheamus, alors que lui, il a battu Sheamus tout seul. Et on voit qu'on a failli avoir une bagarre entre les deux, mais MVP entre les deux a dit non, pense au business, WrestleMania c'est business, tu lui pèteras la gueule WrestleMania. Et un peu plus tard en quiz, on nous a informé que Drew McIntyre affrontera Cedric Alexander et Shelton Benjamin à WoW. Donc Drew McIntyre accepte le défi, mais il propose de rajouter une stipulation à ce match. Donc Adam Pearce se demande qu'est-ce que c'est, et en fait la stipulation c'est que si Drew McIntyre bat Cedric Alexander et Shelton Benjamin, ces derniers seront bannis des abords du ring dans son match face à Bobby Lashley à WrestleMania 37. Et donc la stipulation est acceptée par Adam Pearce et donc nous allons avoir ce match handicap un peu plus tard dans la soirée. Et maintenant, on passe au match féminin qui pour moi va, bon, niveau rivalité, il n'y a pas vraiment de sens. Asuka contre Peyton Royce. Mais avant, petit kick-off, parce que pourquoi nous avons ce match? C'est parce que tout simplement, lors d'un Raw Talk, donc je vous dis, je regarde pas les Raw Talk, je regarde pas les Talking Smack, Peyton Royce a un peu pété un boulon parce que elle est pas exploitée à fond, elle est sous-estimée. Et donc elle veut prouver que elle a du talent, elle a du charisme, donc elle challenge Asuka. Donc on est parti sur le match, et vraiment le match, je suis agréablement surpris en fait. Parce que c'est peut-être du fait qu'on voit pas Asuka catcher assez souvent, donc le peu de matchs qu'elle fait, on se dit putain ça va être des matchs pourris, et qu'au final on peut se retrouver extrêmement surpris de ces matchs. Bon, mais ça n'empêche pas que Asuka est restée très très forte. Elle a battu Peyton Royce, mais c'est surtout l'après-match qui est plus intéressant. Parce que, en effet, nous avons We Are Weeply qui est arrivé. Ça avait été annoncé la semaine dernière que We Are Weeply allait faire ses débuts à WoW ce soir. Et on se demandait, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et donc là, elle confronte Asuka, donc tu te dis, elle va pas confronter Asuka juste pour lui vendre des cauchemars, quoi. C'est qu'elle va vraiment lui donner du cauchemar, la challenger à WrestleMania, pourquoi pas. Et là, We Are Weeply rappelle
que Charlotte Flair avait effectivement challengé à WrestleMania 37 pour le titre de Raw, mais que quand Charlotte Flair a annoncé ce match, Asuka était tout simplement chez elle en train de se soigner dû au coup de pied qu'elle a reçu dans la gueule de la part de Shayna Baszler. Et là, Rhea Ripley brise un peu kayfabe en disant pourquoi Charlotte est absente depuis un moment, et elle explique que tout simplement Charlotte a été testée positive au Covid-19. Donc ça explique pourquoi Charlotte Flair est absente depuis pas mal de temps. Mais Rhea Ripley veut impressionner les gens et dire voilà, pour ma première impression à Raw, je te défie pour le titre de championne de Raw à WrestleMania. Et donc Asuka qui dit Rhea Ripley, t'es pas prête pour Asuka, je accepte ton défi. Oui, vous avez bien entendu, nous allons avoir Asuka contre Rhea Ripley pour le titre féminin de Raw à WrestleMania. Enfin, un putain de beau match pour Asuka, quoi. Et c'était ce que je vous avais dit lors de mon dernier épisode de WWE News. C'est ce qu'il fallait pour Rhea Ripley. Faut qu'elle aille directement dans le main event féminin du côté de Raw. Et franchement, WWE, ne faites pas la même connerie qu'année dernière. Faites gagner Rhea Ripley, qu'elle devienne championne de Raw, qu'elle redonne du charisme à ce titre de Raw. Bien que j'ai beau adorer Asuka, mais la WWE, elle respecte tellement pas. Alors que Rhea Ripley, elle peut devenir une très grande championne. Et bien sûr, la question qu'on se pose, c'est que va devenir Charlotte pour WrestleMania? Parce que d'un côté, on a le match de Raw qui est fait, et le côté de SmackDown. Mais Charlotte Flair n'est aucun dans ces matchs. Et donc, on peut supposer quelques informations. Parce que je vous fais une petite news rapide. Nous avons appris que Andrade a finalement été libéré de son contrat par la WWE. Et donc, Andrade n'a pas sa clause des 90 jours de non-concurrence. Donc, ça veut dire que Andrade, à tout moment, peut signé dans une autre fédération. Mais là, vous allez me dire, mais Jimbo, pourquoi tu parles d'Andrade alors que là, tu parles de Charlotte Flair? Parce que tout simplement, Andrade et Charlotte Flair sont en couple. Donc, est-ce que Charlotte Flair n'a pas été retirée de la carte de WrestleMania, donc au poster de WrestleMania, par rapport à la situation avec Andrade? Parce que je vous rappelle que le premier poster de WrestleMania 37, Charlotte Flair était dedans. Et nous avons une modification, Charlotte Flair n'y est plus du tout. Et que là, pour la première fois de la carrière de Charlotte Flair, elle n'est pas dans un match de championnat pour le moment. Donc après, reste à voir comment ça va se dérouler. Est-ce que Charlotte Flair, quand elle va revenir à Raw, elle va confronter Rhea Ripley et Asuka, et ça va se diriger sur un triple menace à WrestleMania? Seul le temps nous donnera la réponse. Bon, là maintenant on va passer sur un des flops de la soirée, le Miz TV Show. Et là bon, j'ai allé dans les grandes lignes, le Miz TV ne fait que tacler Bad Bunny. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi Bad Bunny se met de ses affaires alors que Miz, voilà, il est multiple champion du monde, il est le premier double Grand Slam champion de l'histoire. Bref, il comprend pas. Et donc Miz termine en confrontant Jeff Hardy, mais juste avant, il propose un petit challenge à Bad Bunny pour WrestleMania. Et donc on passe au match, Jeff Hardy contre The Miz. Mais avant le match, nous avons Jeff Hardy qui a provoqué un petit peu Miz en lui disant voilà, si t'es un homme avec les coronets, tu demandes à John Morrison de quitter le ring et on se bat en 1 contre 1. Donc Miz bien sûr il accepte. Et le match se termine par une victoire de The Miz. Et franchement Jeff Hardy, casse-toi, c'est pas possible. Tu fous plus rien à la WWE. Et pourtant ça me fait mal au cœur parce que Jeff Hardy, c'est un de mes catcheurs préférés. C'était un des visages de la génération catch attack en France. Et quand tu vois que maintenant WWE te respecte absolument pas, vaut mieux qu'il rejoigne AEW avec son frère. Et donc juste après, nous avons Bad Bunny qui attaque Miz pendant que ce dernier était en train de célébrer sa victoire avec une guitare. Donc c'est la revanche de la semaine dernière par rapport à Bad Bunny. Et donc Bad Bunny accepte le challenge de The Miz. Donc nous allons avoir Bad Bunny contre The Miz. Alors qu'à la base on partait sur un match tag team avec Bad Bunny et Damien Priest contre John Morrison et The Miz. Et là je vous cache pas que cette rivalité c'est de la merde totale. Parce que en effet, je vois pas l'intérêt. Imaginez, le mois dernier, le Miz était champion WWE. Il a quitté Elimination Chamber champion WWE. Et au bout de 2 semaines, il a perdu son titre. Donc quand tu te dis que maintenant, il était au sommet de la chaîne alimentaire de Raw et que maintenant, il est au plus bas, et il se tape une rivalité face à Bad Bunny, c'est pas du respect, quoi. Et franchement, ça m'énerve. Parce que le Miz, on aurait pu en faire quelque chose. Mais qu'au final, rien du tout. Rien du tout.
Et franchement, je suis pas hypé du tout pour ce match. Mais à noter que WWE, par rapport à l'année dernière où voilà, ils nous ont mis les matchs de WrestleMania, mais c'était à nous d'estimer quand est-ce que ça allait avoir lieu, nuit 1 ou nuit 2. Et bah là, WWE nous ont organisé les matchs, dont nous allons avoir donc des matchs qui sont déjà placés dans la nuit 1, des matchs qui sont déjà placés dans la nuit 2, et des matchs qui, voilà, attendent d'être placés. Et ça, je trouve ça sympa. Et là maintenant, on passe à la division Tag Team, où nous avons les challengers numéro 1 au titre de Raw, AJ Styles et Omos. Et là, donc, AJ Styles dit clairement que... ils vont affronter une New Day à WrestleMania 37, c'est officiel. Ça va marquer les débuts officiels de Omos dans le roster. Ça va être son premier match de catch. Et que grâce à son premier match de catch, ça va permettre à AJ Styles et à Omos de remporter les titres tag team de Raw. Et nous avons donc Kofi Kingston et Xavier Woods qui sont en train de jouer avec Omos et AJ Styles. Avec vraiment le coup, est-ce que t'es vraiment une équipe parce que on a l'impression que voilà, t'es avec Omos parce qu'il est grand et que toi t'es petit. Donc de ce fait, ça va rééquilibrer la balance. Mais qu'en fait, tu connais rien d'Omos. Et là, Kofi Kingston nous sort les petites devinettes. Voilà, quelle est la couleur préférée de Omos, quel est son parfum de glace préféré, qui est son catcheur préféré. Et là, j'étais mort de rire sur le catcheur préféré parce que AJ Styles répond en disant, mais c'est logique, c'est phénoménal, c'est AJ Styles. Et là, Omos, il dit, bah non, c'est André Géant. J'étais mais mort de rire. Parce que voilà, c'est vraiment le jeu. Tu fais équipe avec quelqu'un, mais tu connais pas ce mec. Alors que le New Day, bah, ils se connaissent depuis des années, donc ils connaissent les habitudes de chacun, ils connaissent leur goût. Donc, ce qui fait d'eux une véritable équipe face à une équipe montée, voilà, de toutes pièces, tout simplement. Et donc, on passe au match Kofi Kingston contre AJ Styles. Et d'ailleurs, c'est un très beau match. Et à un moment donné, nous avons AJ Styles qui s'apprête à porter son Phenomenal Forearms pour le compte de 3. Mais nous avons Xavier Woods qui distrait AJ Styles avec Francesca. Et donc, nous avons une petite confrontation, voilà, IRL. Nous avons une petite confrontation entre Omos et Xavier Woods. Sauf que Omos, bah, il est distrait par Xavier Woods. Donc, il regarde plus le match. Et donc, Kofi Kingston en a profité pour battre AJ Styles. Donc, le New Day prend les avantages psychologiques par rapport à Omos et AJ Styles. Mais reste à savoir, est-ce que Omos va catcher avant WrestleMania ou son premier match aura lieu effectivement à WrestleMania? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je pense que personnellement, Omos pourrait très bien démarrer à Raw. Et là, on passe donc en coulisses avec Sheamus qui se fait interviewer par rapport à son match face à Bobby Lashley, son attaque du Hurt Business et l'intervention de Drew McIntyre. Donc déjà, Sheamus, il n'y a pas trop apprécié qui affronte le champion WWE alors qu'il sort d'un match hyper physique, hyper violent face à Drew McIntyre lors de Fastlane. Mais il dit, voilà, Sheamus, c'est un combattant. Il combat. Il accepte tous les défis. Et là, nous avons Riddle qui arrive, qui parle, voilà, toujours avec la trottinette. Et là, Sheamus prend la trottinette et il attaque Riddle. Donc, on se dirigerait, pourquoi pas, sur une rivalité entre Riddle et Sheamus pour le titre des États-Unis. Et franchement, s'il y a ça, je suis partant pour cette rivalité parce que j'adore Riddle et Sheamus, il remonte petit à petit la pente. Et donc, pourquoi pas avoir ce match entre les deux. On peut avoir une bonne alchimie entre les deux catcheurs. Et maintenant, on passe au match handicap avec Drew McIntyre d'un côté contre Hurt Business de l'autre. Et pour rappel, si Drew McIntyre gagne, Shelton Benjamin et Cedric Alexander sont bannis des rings de WrestleMania 37 durant le main event. Et donc, match, Hurt Business, ils sont confiants, ils se disent ouais mais on est à deux, on a un avantage, on est plus nombreux, etc. Mais ça n'empêche pas Drew McIntyre qui est quand même construit très très fort, je vous rappelle. Et donc c'est finalement Drew McIntyre qui remporte le match et c'est donc officiel, Shelton Benjamin et Cedric Alexander sont bannis des abords du ring de WrestleMania 37. Et donc juste après en quiz, nous avons MVP qui leur fait la leçon de morale. Un peu comme le papa quand tu as une mauvaise note à l'école, lui il fait pareil. En disant, voilà, mais attendez, vous venez aider Bobby Lashley, mais au final, vous avez perdu les titres par équipe, mais vous cherchez même pas à les récupérer. Vous avez un avantage numérique sur Drew McIntyre, donc vous pouvez le battre, mais vous avez quand même perdu. Et regardez, maintenant où vous en êtes. Vous êtes banni du match de Bobby Lashley. Et donc là, Bobby Lashley, il arrive, il pète un câble, il dit, ok, je vais aller chercher des gens plus compétents pour s'occuper de Drew McIntyre. Et là, on voit
le roster, mais franchement pas très crédible parce que tu vois des Drew Gulak, Humberto Carrillo, Akira Tozawa, Yujiro Sparty et même Ricochet qui était là, alors que Ricochet on voit plus du tout, mais vraiment des mecs qui sont pas crédibles quoi. Et donc Bobby Hashi, mais clairement la tête de Drew McIntyre a pris. Donc et a pris sur la tête de Drew McIntyre, c'est que tout simplement le premier catcheur qui parviendra à battre Drew McIntyre avant WrestleMania obtiendra une opportunité pour le titre de champion WWE de Bobby Hashi. Mais on le voit clairement quand vous voyez tout le roster qu'il y a sur ce segment, Drew McIntyre, il va tous les battre. C'est pas crédible ce truc. Tu m'aurais dit, voilà, des catcheurs intéressants comme, je sais pas moi, dans niveau physique, on aurait pu mettre du Braun Strowman, on aurait pu mettre, pourquoi pas, du John Morrison. Vraiment des catcheurs qui pouvaient plus ou moins donner du fil à retordre à Drew McIntyre. Parce que là, franchement, ça donne pas envie. Drew McIntyre, il va y dévorer tout cru, c'est pas possible. Bon, et là, on va passer sur un des flops. Mais là, c'est vraiment le flop total, mais à quel point que je l'exclus de la liste des flops. Il y a vraiment sa propre catégorie. Le match tag team féminin avec Shayna Baszler et Nia Jax d'un côté contre Mandy Rose et Dana Brooke. Et à noter, voilà, nous avons Regina et démontré, voilà, il fait ses petits saltos et tout, ses trucs acrobatiques, et on voit clairement qu'il y a un roman amoureux entre Jax et Regina qui commence à mander Nacho. Dites-moi si je chante comme une casserole, mais je m'en bats les couilles, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et on voit clairement, parce que durant le match, Nia Jax, elle prête même pas attention à Shayna Baszler, elle fait que des interactions avec Regina, et donc à un moment où Nia Jax est dans le ring, Regina rentre dans le ring, il fait des petits saltos à droite à gauche, et donc voilà, ça n'empêche pas que Mandy Rose et Dana Brooke perdent le match, et donc au moment de la célébration, Shayna Baszler est carrément mis en plan, et nous avons en premier plan Nia Jax et Regina. Donc franchement, c'est pas fameux, mais à noter que nous avons Naomi et Lana qui sont de l'équipe des commentateurs. Donc est-ce qu'on se dirigerait sur pourquoi pas un triple menace par équipe avec nos championnes, Mandy Rose et Naomi, et Dana Brooke et Mandy Rose. Bon, je sais pas, ça donnera pas du haut niveau, mais quand même, au moins on aura les titres féminins par équipe qui seront défendus. Mais franchement, ça m'attire pas du tout. Et maintenant, on passe à un autre flop total, c'est la rivalité entre Braun Strowman et Shane McMahon. Car en effet, nous avons Shane McMahon avec Elias et Jackson Ryker, parce que pour rappel, la nuit dernière, on aurait dû avoir Braun Strowman contre Shane McMahon, sauf que Shane McMahon s'est blessé et qu'au final, il a décidé que ce soit Elias qui le remplace. Et donc, Elias explique que voilà, il a perdu contre Braun Strowman parce qu'il n'était pas prêt. Voilà, Shane McMahon, il a surpris en lui disant à la dernière minute qu'il allait affronter Braun Strowman à Fastlane. Ok. Et donc, Shane McMahon dit, voilà, faut pas s'inquiéter, Braun Strowman aura son match, mais que quand son genou ira mieux. Et on est passé sur le match et c'est copier-coller de Fastlane quoi. Victoire de Braun Strowman expéditif et Braun Strowman prend le micro et donc Braun Strowman nous dit que au final c'est du chiquet parce que Shane McMahon juste après le match a donné un coup de béquille à Braun Strowman, mais la béquille n'est pas restée forte tout simplement. Et donc Shane McMahon s'est vraiment comporté comme quelqu'un, voilà, en fait il nous a fait une Cristiano Ronaldo quoi. C'est qu'il a simulé tout simplement sa blessure. Donc Braun Strowman pète un câble et décide de challenger Shane McMahon à WrestleMania 37. Et donc Shane McMahon accepte le match. Donc c'est officiel, on aura effectivement ce match, bon en espérant que ce soit pas pareil que pour Fastlane, ce sera pas un remplacement. Donc franchement ça m'attire pas du tout, déjà la rivalité en soi est très mauvaise, mais en plus là les ajouts de Elias et de Jackson Ryker c'est pas fameux. Alors que si tu devais mettre un rajout dans cette rivalité, comme je l'ai dit dans ma review de Fastlane, pourquoi pas mettre Dabba-Kato qui est un des protégés de Shane McMahon, donc ça aurait été plus sympa d'intégrer Dabba-Kato dans cette rivalité, ça aurait été plus crédible plutôt d'aller chercher Elias et Jackson Ryker. Ça prouve d'un côté qu'Elias, oui, il sert juste là à être le harbin de service, quoi, tout simplement. Parce qu'on a pu le voir dans plusieurs segments que Elias, lui, il est juste là pour appâter la galerie, tout simplement. Et maintenant, on passe au main event de la soirée. Nous avons donc Randy Orton qui est choqué. Et il dit tout simplement, il a l'impression que c'était hier où il a brouillé The Fiend à TLC, que voilà, il était tranquille, il s'en est débarrassé, mais de voir ce qu'il a vu à Fastlane, pour lui, c'est pas The Fiend, c'était une abomination. Il sentait cette odeur de brouillé, mais que maintenant,
il veut en finir une bonne fois pour toutes. Et donc, il veut invoquer The Fiend. Mais à noter qu'un peu plus tôt dans la soirée, nous avons Alex Abyss qui a donné un petit conseil à Randy Orton en lui disant, voilà, ne souhaite pas trop le diable, parce qu'un jour ou l'autre, le diable, il va venir vers toi et tu vas pas être bien, quoi. Et donc, nous avons Alex Abyss qui rappelle ce conseil et elle commence à tourner à manivelle de sa boîte à musique. Et nous avons la boîte à musique qui s'ouvre et nous avons une petite marionnette de The Fiend. Et les lumières commencent à s'éteindre. Nous avons le nouveau The Fiend qui arrive, qui confronte Randy Orton. Mais The Fiend qui est statique, il ne bouge absolument pas. Et Randy Orton qui était venu donc avec un sac, décide de dévoiler le contenu de ce sac. Il s'agit d'un bidon d'essence. Et donc Randy Orton asperge The Fiend d'essence, mais The Fiend qui ne bouge absolument pas. Orton sort une allumette, allume cette allumette, et au lieu d'allumer le feu, il porte un RKO à The Fiend. Et là d'un coup, nous avons Alex Abyss qui arrive aux abords du ring, distrait Randy Orton, et The Fiend se lève comme si ne rien n'était, porte Mandible Claw à Randy Orton, enchaîné avec un Sister Abigail. Et le show se termine avec Alex Abyss qui regarde et pointe le logo de WrestleMania 37. Donc, le message est envoyé, The Fiend veut affronter Randy Orton lors de WrestleMania. Et d'ailleurs, le match est officiel aussitôt. Donc, The Fiend affrontera Randy Orton à WrestleMania 37. Et franchement, je le dis, c'est une rivalité que j'adore. Et là, vraiment, dans ce segment, on peut imaginer pas mal de choses. Est-ce que, selon vous, The Fiend serait tout simplement une marionnette? Serait la marionnette d'Alex Abyss? Parce qu'on peut voir que The Fiend est intervenu uniquement quand Alex Abyss a ouvert la boîte à musique. Donc, est-ce que la boîte à musique ne contiendrait pas The Fiend? Un peu comme dans Pokémon avec une Pokéball. Donc là, si Alex Abyss ouvre la boîte à musique, The Fiend apparaît. Parce que ça paraît logique, cette théorie. Parce que je vous rappelle que durant les précédents segments où Alex Abyss commençait à jouer de la boîte à musique, dès qu'elle a senti que la boîte allait s'ouvrir, elle disait non, pas maintenant. Donc est-ce que cette boîte à musique ne serait pas le lieu de résidence de The Fiend, pourquoi pas? Et donc, est-ce que si Randy Orton veut avoir un avantage sur The Fiend, est-ce qu'il ne devrait pas prendre le contrôle de cette boîte à musique personnellement? Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ma théorie, mais franchement, c'est un truc qui me plaît, de vous proposer des théories un peu bizarres. Ça prouve d'un côté que la rivalité me plaît, parce que s'il n'y a pas de théorie, si tu peux pas imaginer des trucs de ton côté, c'est que la rivalité n'a aucun sens. Et que là, la possibilité d'imaginer tout et n'importe quoi entre Randy Orton et The Fiend, bah, c'est vraiment quelque chose que j'adore. En plus, c'est un domaine que j'adore, tout ce qui est côté démoniaque, j'adore. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais à tous des bisous. Et à la prochaine.